Prendre les deux temps de parole, donc 6 minutes, bloqué, oui. Seb Dens fera la même chose, ce sera plus simple. Donc en 2004, je reviens sur ce que les uns les autres savaient sur l'effet des NOx et sur le gap entre conditions normales en laboratoire et conditions normales dans la vraie vie, là où les citoyens respirent les NOx. 2004, premier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement qui indique les morts prématurées liées aux émissions de NOx et liées aux émissions des véhicules. Ça, c'est en 2004. En 2007, dans le règlement que vous considérez comme pas suffisamment clair, il y a quand même des points qui le sont. Et je vais vous lire le considérant 15, qui démontre que déjà en 2007, la Commission, les conseils des États membres, et donc j'imagine le CTVM et tous les organismes qui ont travaillé dessus, avaient cette connaissance. Il dit ça, le considérant 15. Des révisions peuvent être nécessaires pour garantir que les émissions mondiales effectives correspondent à celles qui sont mesurées lors de la réception. L'utilisation de systèmes de mesure portables des émissions et l'introduction du concept réglementaire du non-dépassement devraient aussi être envisagées. C'était il y a 10 ans. Donc en 10 ans, il y a le temps. 2007, c'était il y a 10 ans. Il y a 9 ans. Je peux poursuivre, Madame la Présidente? Oui, oui, oui. OK. Et donc, dans cette connaissance-là, qui est dans un document qui est une loi européenne et qui s'impose à tous, il y a eu aussi le séminaire du CTVM qui, en 2010, disait que dans 2 ans serait mis en place la réglementation sur les tests en conditions réelles. Finalement, ils vont arriver qu'en 2017. Mais il y avait cette connaissance-là. Renault travaille beaucoup pour, notamment sur les véhicules électriques. Vous l'avez dit dans votre introduction. Pourquoi avez-vous considéré qu'il fallait garder pour les véhicules diesel le système EGR en sachant qu'il n'était pas effectif? Et pourquoi n'avez-vous pas plus anticipé que attendre cette affaire Volkswagen pour annoncer votre nouveau plan anti-NOx? Écoutez, d'abord, l'EGR, je pense que tout le monde qui connaît un peu la technologie des moteurs, l'EGR est indispensable. Sans EGR, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir... Oui, monsieur, mais l'EGR seul ne l'est pas. Et aujourd'hui, vous considérez, sur certains véhicules, vous nous avez indiqué que vous allez mettre 2 dispositifs anti-pollution et sur d'autres, un seul. Donc, comment se fait le choix? C'est une question de coût, c'est une question de quoi? La pollution anti-NOx, lutter contre la pollution anti-NOx est aussi importante que lutter contre la pollution CO2. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'équilibre à avoir entre les deux. Écoutez, d'abord, mon entreprise est une entreprise qui est très consciente et très socialement responsable. Et je peux vous dire que nous, on applique les technologies quand ils sont prêtes. Alors, effectivement, ça fait 10 ans, on peut parler de beaucoup de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, des mesures, des PEMS fiables pour des véhicules particuliers, ils sont prêts que depuis quelques années, 3-4 ans. Et encore aujourd'hui, vous pouvez vous référer aux autorités qui font les mesures d'expertise, les mesures des émissions, et vous pouvez leur poser la question quelle est la fiabilité parfois des systèmes qu'on utilise. Donc on est en train vraiment d'arriver à des niveaux de précision dans la régulation qui sont parfois un peu incompatibles, je ne dis pas qu'ils sont complètement incompatibles, mais qui nécessitent vraiment des technologies très très pointues. Et ça, c'est prêt depuis peu de temps. Les systèmes Nostrap, les systèmes SCR, etc., ça ne date pas non plus de la nuit des temps sur les véhicules particuliers. Et mettre toutes ces technologies, les développeurs, encore je vous insiste, les développeurs en moteur, c'est 3-4 ans. Mais il faut anticiper vraiment au préalable les technologies qu'on va utiliser pour qu'ils soient efficaces encore dans les 5 ans qui va opérer au minimum un moteur. Donc avec ça, vous avez des moteurs, un moteur désigné, ça fait 10 ans qu'il doit être encore opérationnel. Sinon, on ne peut pas tout simplement amortir des investissements qui dépassent 1,5 milliard pour développer une famille de moteurs. Et donc ça, c'est le cycle. Il faut comprendre les cycles d'industrie comme ça. À partir de là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que forcément, oui, on est consciente et dans nos intentions, et ce qu'on a annoncé récemment, c'est que même avec les technologies actuelles, on a investigué
pour voir comment on pouvait améliorer les émissions maintenant qu'on sait mesurer ça en conditions réelles, en même temps qu'on prépare les technologies, J'ai une autre question, technologies suivantes. Monsieur. Oui. Est-ce que maintenant, vous allez continuer à investir énormément en recherche et développement pour continuer à produire beaucoup de véhicules diesel, ou est-ce que vous considérez qu'il est temps de passer à d'autres systèmes et d'aller plus vers les véhicules essence et les véhicules électriques et hybrides? C'est pas un secret qu'on mise pas sur une seule technologie aujourd'hui. D'abord parce qu'on est devenu une entreprise mondiale et on doit opérer dans différents marchés dans lesquels il n'y a pas du diesel. Et donc, comme il n'y a pas du diesel, on doit développer d'autres technologies. Il est évident que le diesel, dû surtout à la difficulté, on va dire, de respecter les nouvelles normes et au fait de devoir renchérir de façon importante les systèmes, il va avoir probablement une diffusion plus réduite qu'il a été dans le passé. Et donc, en même temps, effectivement, nous, on développe des technologies hybrides et surtout, on développe ce qui est pour nous exactement les véhicules du futur, que c'est les véhicules électriques. Et je peux vous dire que très tôt, vous allez voir sur le marché des véhicules à des autonomies nettement supérieures et des nouvelles familles de véhicules électriques qu'on est en train de développer. Merci beaucoup, Madame Grossetête.